Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Séjour de travail et d'amitié du président sud-africain à Conakry. Jacob Zuma était venu apporter son soutien à la Guinée touchée par le virus Ebola. Des bébés avec une malformation, des siamois bien sûr, leur survie nécessite une intervention chirurgicale. Vous aurez les explications des médecins dans ce journal. Et puis le sport avec le Sili de Guinée. Les supporters guinéens ne manquent pas d'imagination. Vous aurez un focus sur les gadgets dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Guinée redevient un pays fréquentable depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir dans notre pays. Des chefs d'État et autres grands responsables du monde entier se succèdent à Conakry. Depuis hier, c'est le président sud-africain qui est en Guinée. Jacob Zuma est venu apporter son soutien à notre pays frappé par l'épidémie d'Ebola. Le compte-rendu de cette visite avec Mohamed Lamine Souma. C'est un président à l'allure fière, très décontracté, Jacob Zuma, qui a retrouvé son frère et ami de longue date, professeur Alpha Condé. Un premier tête-à-tête entre les deux hommes d'État, particulièrement dominés par la riposte contre Ebola. La situation épidémiologique en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone et la nécessité pour la communauté internationale d'amplifier davantage son aide. La lutte contre le terrorisme, l'intégration africaine, la paix et le développement sur le continent ont été également évoqués. Peu après, professeur Alpha Condé a offert un déjeuner d'État à son hôte. Échange de toasts entre les deux présidents, suivi du discours de bienvenue du président Alpha Condé. La présence du président Zuma, qui est le président d'un des pays les plus puissants d'Afrique, est un grand symbole de soutien et d'amitié à l'égard du peuple de Guinée dans l'épreuve difficile que nous traversons avec l'Ebola. Nous sommes sûrs qu'après sa visite, les hommes d'affaires sud-africains aussi vont trouver le chemin de la Guinée. Dans un discours de grand jour, le leader de l'ANC a pour sa part étiré son engagement à tout mettre en œuvre pour aider les trois pays gravement affectés par le virus Ebola. Il a aussi félicité le président Alpha Condé pour son leadership contre Ebola depuis qu'il est à la tête de l'Union du fleuve Mano. Dans ce grand oral, le président sud-africain a aussi remercié le peuple de Guinée pour le soutien inestimable qu'il a accordé aux membres de l'ANC durant les années de lutte contre l'apartheid. C'est dans ce pays que les leaders de l'ANC ont reçu un soutien très très particulier. Et la solidarité pendant la lutte du peuple sud-africain. La Guinée n'est pas seulement un pays qui leur a fourni de l'aide, mais aussi un pays qui leur a donné du soutien. Un des éléments de l'appui que ce groupe de leaders a bénéficié de la République de Guinée était l'émission des passeports guinéens à ces leaders. Et comme vous le savez, pendant que nous étions en lutte contre le système d'apartheid en Afrique du Sud, on ne pouvait pas utiliser les passeports sud-africains. Ces passeports qui nous ont été remis ici en République de Guinée nous ont permis de nous mobiliser et de nous mouvoir à travers le monde pour lutter contre l'apartheid. Monsieur le Président, je ne pourrais pas terminer cette visite sans vous remercier de l'hospitalité qui a été accordée à une figure emblématique de la lutte anti-apartheid, à la personne de William Makiba. Enfin, le président Zuma a invité l'assistance à lever un toast en signe de solidarité envers la Guinée pour la victoire rapide contre le virus Ebola. Auparavant, le numéro 1 de Pretoria avait, dans un des luxueux salons du palais Mohamed V, rencontré les ambassadeurs africains accrédités en Guinée. Né le 12 avril 1942, le président Jacob Zuma est le troisième président sud-africain après apartheid. Il est au pouvoir depuis le 9 mai 2009. En moins de 2 semaines du début 2015, il est le 4e chef d'État africain à venir à Conakry manifester son soutien à la Guinée pour la lutte contre
Ebola. Toutes nos excuses pour la qualité sonore des extraits proposés. Il faut préciser qu'après ce déjeuner d'État, le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, a raccompagné son hôte de marque, le président sud-africain Jacob Zuma, à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les deux hommes d'État ont salué le tricolore national avant de passer en revue le détachement des forces armées et les corps constitués. Comme vous voyez à l'image, c'est un cérémonial digne des relations entre nos deux pays. Dans la lutte contre l'épidémie, les pays de la Manoriva touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, veulent maintenir les performances actuelles de la riposte. Une rencontre de travail axée sur la nouvelle approche de riposte vient d'ailleurs de se tenir entre les experts de l'OMS de Genève et ceux de ces trois pays. Ceci pour mieux renforcer le dispositif. Compte rendu, Sori Dekera. Des performances considérables sont enregistrées ces derniers temps dans la lutte contre la fièvre Ebola dans les trois pays de la Manoriva Union. Cependant, ces efforts méritent d'être consolidés pour éviter une recrudescence de l'épidémie. C'est à ce titre que se tient cette rencontre entre experts de l'OMS Genève et ceux de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Les échanges portent sur la nouvelle approche de l'offensive à mener dans les trois pays pour une maîtrise systématique de la maladie. Nous avons déployé à la date d'aujourd'hui 363 professionnels de la santé sur le terrain pour lutter contre Ebola, en plus des 600 agents communautaires qui nous aident à faire le suivi. Parmi ces 363 personnes sous contrat OMS, il y a 135 experts internationaux. Tout le reste, ce sont des médecins guinéens qui sont en train de participer activement à la lutte contre Ebola, et nous voudrons vraiment ici leur tirer le chapeau parce que grâce à eux, nous entamons une phase de stabilisation. Tout ce qu'on a à partager ici, ça va nous aider beaucoup en Sierra Leone. On a beaucoup appris, on a eu l'occasion de partager nos expériences et je crois que ça va vraiment nous aider dans la lutte contre l'Ebola en Sierra Leone. Les efforts de lutte contre Ebola dans l'espace Mano sont soutenus par les partenaires techniques et financiers, notamment les agences onusiennes. L'Organisation mondiale de la santé figure parmi les partenaires leaders dans la riposte. À présent, la nouvelle stratégie de lutte repose essentiellement sur la participation communautaire. Nous sommes ici pour 2 jours même pour discuter de la nouvelle situation et les nouveaux besoins de nous et comment nous pouvons donner un meilleur appui à les gouvernements pendant cette deuxième phase de la réponse. Depuis sa déclaration en mars 2014, la maladie à virus Ebola a tué plus de 7000 personnes dans les 3 pays de la Manoriva Union. 1805 décès confirmés sont enregistrés en Guinée à la date du 31 décembre 2014. Également, dans cette lutte engagée contre Ebola, une mission conduite par Madame le préfet de Dubreka s'est rendue à Bouramaya Lumbaya, où un véhicule de la Croix-Rouge a fait récemment l'objet d'attaques de la part des jeunes de cette localité. La délégation a procédé à une sensibilisation des populations sur l'existence de l'épidémie d'Ebola et ensuite a plaidé pour l'acceptation des humanitaires. Le point avec Nabi Zakaria Bangoura. En dépit de toutes les sensibilisations faites pour faire croire les dangers et les modes de prévention contre la maladie Ebola, les habitants de certaines localités restent hostiles aux agents de santé. C'est le cas de Bouramaya Lumbaya où les jeunes ont récemment lapidé et caillassé un véhicule de la Croix-Rouge. Il y avait eu une mort communautaire à Kaleta Fotonta. Nous sommes venus pour l'enterrement sécurisé. Ils n'ont pas voulu, les enfants se sont mobilisés, ils ont caillassé notre véhicule. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. Face à cette attitude des jeunes, le préfet, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu à Bouramaya Lumbaya pour exprimer son mécontentement et fustiger le comportement des jeunes. Comme vous savez, dans toute communauté, il y a des brebis galeuses. Partout, il y a des brebis galeuses. Ce sont ces brebis galeuses qui font que la population
n'a pas l'air de comprendre encore ce qui se passe, parce qu'elle reçoit des informations de gauche à droite. Mais je crois qu'avec la sensibilisation d'aujourd'hui, elle est maintenant rassurée que ce que l'on dit est vrai et qu'elle est obligée de se prendre en charge parce que personne d'autre ne peut faire à sa place. Cette mission a offert d'importants lots de kits sanitaires à la localité. Des kits pouvant permettre aux habitants de se prévenir contre le virus Ebola. L'arrivée de ces dispositifs sanitaires est saluée par le maire de la commune rurale de Tanene. Le Soti Tchemo de Bouramaya a promis aux autorités préfectorales de mettre fin à ces actes de barbarie. Nous sommes contents de l'arrivée de Madame le Préfet. On n'était pas bien informés. Désormais, on promet que de tels actes ne vont plus se répéter. Ces kits sanitaires sont destinés aux lieux de culte et les lieux publics des 77 districts de la localité. Une volonté manifeste du préfet de bouter la maladie Ebola dans sa juridiction. Santé encore avec cet autre sujet. Au CHU de Donka, l'on a enregistré lundi la naissance des Siamois. La malformation se situe au niveau ombilical et la survie des bébés nécessite une intervention chirurgicale, une situation qui inquiète déjà la famille qui appelle à l'aide. Rose Pocho. La nouvelle s'est très vite répandue dans l'enceinte du CHU Donka. La naissance de frères Siamois est rare pour attirer des curieux. Tôt ce matin, les médecins étaient préoccupés à sauver la vie des enfants. Pour parler de Siama, il faut parler de vrais jumeaux. Et quand on dit vrais jumeaux, ce sont deux enfants qui sont issus d'un même œuf. Un spermatozoïde a fécondé un ovule et cet ovule-là, en grandissant, s'est divisé en deux pour donner deux êtres vivants. C'est ce que nous appelons les vrais jumeaux, ou encore en termes techniques les jumeaux univitellins monochoriales. Leur corps se trouve accolé par un organe homologue. Que cet accolement se produit. Que c'est un défaut, une crise qui arrive au cours de la division cellulaire de l'œuf que se produit ce phénomène. La mère des Siamois, Fatoumata Sadio Bari, est à son 4e geste. Elle a accouché normalement lundi dans ce centre de maternité. Pourtant, cette maternité n'était pas attendue avant le mois de février, ce qui inquiète sa famille. C'est ma nièce qui a accouché de 2-6 mois, 2 garçons. On est dépourvu de moyens. Depuis hier à 14h, elle a accouché. Mais franchement, on remercie la maternité de Donka. La maman se porte bien, les enfants aussi se portent bien jusqu'à maintenant là. Et on souhaite avoir de l'aide au niveau des bonnes volontés, du gouvernement, des ONG, pour que les enfants soient vraiment dans l'état normal des jumeaux. Les bébés siamois sont une malformation congénitale. Les deux frères naissent rattachés l'un à l'autre par une partie du corps. Pour les médecins légistes, la mère aurait eu une forte chance. La possibilité d'une intervention chirurgicale pour séparer les bébés est envisagée, mais difficile de se prononcer sur la réussite de l'opération. On a déjà fait l'échographie qui nous a dit qu'il n'y a que l'anse intestinale, une anse intestinale qui les relie. On a fait le scanner aussi qui nous a plus ou moins dit la même chose, mais que nous devrons reprendre parce que cette fois-ci, il faut qu'un chirurgien pédiatre soit à côté du scanner pour que, en faisant les différentes coupes, nous sachions quelle est la partie de l'anse du tube digestif qui est accolée. Vous pensez qu'on peut le faire ici? On n'a pas besoin de absolument, absolument, on peut le faire ici. Dans les conditions normales, c'est une chirurgie de pointe. Des analyses ont été effectuées aujourd'hui. Le médecin qui suit ce dossier est à son 3e cas. Une intervention chirurgicale pour séparer les frères siamois est attendue dans les prochains jours. Et c'est donc pour sauver ces deux bébés. Les travaux de rénovation de la RTG, une équipe chinoise, est déjà à Conakry avec bien sûr des nouveaux matériels. Sur le site, il est prévu même l'installation d'un pylône pour rendre autonome cette station de radio et de télévision. Mabinti Laïsouma nous donne plus de précisions. Suivez. Ce matin, dans la cour de la RTG Coloma, 4 remorques stationnent. À leur bord, plus de 25 tonnes de fer.
En provenance de la Chine, ce matériel est prévu pour la construction d'un pylône de 120 mètres de haut. Concernant le fer à béton là, c'est pour le truc que vous avez visité tout de suite. On doit monter le pylône. Le pylône là, le fer qu'on doit utiliser là-bas, c'est ce qui est venu. Mais dès que le trou sera terminé, directement on va commencer à implanter les pylônes. Comme vous voyez, les 4 trous là représentent l'implantation des pieds de votre pylône. Il doit faire 120 mètres de haut. Devant, là où se trouve la terre comme ça, là-bas on doit implanter votre satellite syrienne. Parabole. L'installation de ce pylône va permettre une meilleure réception des programmes de la RTG, une situation qui réjouit les autorités de la radio-télévision guinéenne. Nous sommes à l'altitude de 112 mètres ici à Koloma. 120 mètres plus 112 mètres, vous avez 210 mètres de hauteur. Vous savez, la portée sera très grande. Nous avons ici deux endroits. Ici, c'est le centre de diffusion, où on va mettre la station terrienne, le satellite, c'est-à-dire qu'on ne va plus dépendre de Bourbinet. Et en même temps, la salle de production, la maison qu'on va refaire. Donc là, l'image sera propre. Ici, on envoie ici et ça diffuse. Donc nous avons une bonne qualité d'image et de son. Et on est très satisfait de cette coopération. C'est un projet qu'on attendait depuis plus de 2 ans. Parce que depuis 2 ans, on a ficelé ce projet. Mais le projet n'a pas vu le jour. Mais nous avons constaté, grâce aujourd'hui à l'appui du chef de l'État, professeur Alpha Condé, la coopération finalement a été relancée. Aujourd'hui, les techniciens chinois, ils sont sur le terrain, ils ont commencé les travaux. On est franchement satisfait de ce que nous voyons ici. La construction de cette station terrienne est la première phase de rénovation de la RTG Koloma. Rendons-nous au Fouta Djallon pour dire bientôt une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de la préfecture de Mali. Les travaux viennent d'être lancés et cela a fait l'objet d'une grande cérémonie. Voici les temps forts de l'événement avec nos reporters Bernard Tonguino, Mohamed Lamine Kamara. C'est un jour mémorable pour la cité du Mont Loura. Les travaux de reconstruction de la mosquée centrale sont lancés. Autour du site, des centaines de fidèles se mobilisent dans l'enthousiasme. L'organisation a été possible parce que les fils et ressortissants de Mali s'entendent, ils sont unis. Il n'y a pas de discorde entre eux. Et c'est ce que le président de la République m'a recommandé de transmettre comme message aux sages de Mali et du Fouta Djallon qui sont réunis ici. Un appel a été lancé au gouvernement. Je suis certain que cet appel va tomber dans de bonnes oreilles et que l'appui du gouvernement ne manquera pas. La nouvelle mosquée centrale sera construite à l'allure moderne. L'édifice ressemblera à cette maquette avec une capacité d'accueil de près de 2000 fidèles. Le coût de réalisation est évalué à 4 milliards de francs guinéens. La reconstruction de la mosquée de Mali est un défi. Il y a beaucoup de mosquées, de sous-préfectures et même de certaines grosses agglomérations qui ont été reconstruites et qui font la fierté des fils et ressortissants de ces localités. Seule la mosquée centrale de Mali est restée intacte. Et voilà pourquoi nous avons estimé que c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des fils et ressortissants de Mali, pas seulement de la commune, mais de toute la préfecture. La construction d'une mosquée centrale est très attendue par les populations de Mali, localité à près de 100% musulmane. Le projet est initié par les notables et ressortissants de la préfecture. Miɗo andi ko giggol Allah waɗanimmi muñanimmi ha fewdo ɗo miɗo welti. Parlons à présent de la sécurité routière. 2 accidents de la circulation se sont produits sur le tronçon Bofa du Breka. Le premier, c'est un conducteur d'une Renault qui a percuté une voiture de marque Fiat en provenance de Bofa. Et le second accident, qui concerne cette fois-ci un motard, a été mortel. Il faut le préciser, le conducteur s'est heurté à un camion et c'est sur place qu'il a rendu l'âme. Explication, Martin Fansinaduno. Nous sommes à Yenundia, dans la sous-préfecture de Tanene. Ici, le conducteur de ce Renault RC 0624N a perdu le contrôle de son volant avant de finir sa course dans ce ravin. Sur son chemin, il a percuté un autre véhicule en provenance de Bofa. Le conducteur dit avoir été victime d'une crevaison. Il perd l'équilibre, les passagers à bord paniquent. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Je suis venu pour aller à Bouquet. Maintenant, c'est le pneu qui a éclaté là.
Donc maintenant, je n'ai pas pu prendre le train. Je prends le direction. Maintenant, comme le pneu, le véhicule était bien en vitesse comme ça là, mais moi je ne suis pas. Maintenant, dès que je fais le zigzag là, maintenant, quand il fait comme ça là, maintenant, le véhicule vient comme ça là. Mais dès que la femme m'a vu maintenant, donc il était garé, comme il a vu mon position là, maintenant il était garé. J'ai vu maintenant, donc je suis venu maintenant pour coin là, elle était garée très bien ça. Maintenant je suis venu pour le véhicule là. La propriétaire de l'autre véhicule est restée sereine au moment de l'accident. Sur les lieux, les gendarmes ont établi leur constat. Madame qui venait de vers Bofa pour vers de Breka lui a apprécié en distance. Bon, elle a cherché à se positionner. Elle est venue se stationner à quelque distance de la voiture qui venait en zigzag devant elle. C'est ainsi sur sa position, la voiture Renault 21 qui a eu la crevaison est venue contre elle. Après le coup, elle a fait le volte-face. Sur ces tronçons, les accidents sont fréquents. Pour la seule journée, 2 accidents de la circulation ont été enregistrés. Le dernier s'est produit au niveau des 4 ponts. Ici, c'est un conducteur de moto qui s'est heurté à un camion. Mort sur place, sa dépouille a été transportée à la morgue du poste de santé de Tanene. À Kaloum, au siège de l'Agence de promotion des investissements privés, des récompenses viennent d'être attribuées à certains acteurs. C'est dans le cadre, il faut le dire, des progressions obtenues par ces derniers dans le classement Doing Business effectué par le comité de pilotage du programme de réforme pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Reportage Fatimatou Diallo, Ansouman Toumani Kamara. Au total, 109 acteurs du comité de pilotage du programme de réforme pour l'amélioration du climat des affaires ont reçu des satisfecits pour la reconnaissance des efforts fournis. Des efforts qui ont permis d'enregistrer de bonnes progressions à la Guinée et de figurer dans le classement Doing Business. La Guinée a connu son plus haut score, à la 109e place sur 189. Mais il faut savoir que la Guinée vient de loin, donc cela montre à satiété qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau du climat des affaires ici. Cette avancée permet davantage d'attirer les investisseurs, mais aussi d'accroître la crédibilité des investissements en Guinée. Initié par le ministère de l'Industrie et des PME en collaboration avec la SFI, le programme de réforme Doing Business a été conduit par le comité de pilotage constitué par les services les plus impliqués dans les affaires et par les organisations du secteur privé. Très satisfaits, les acteurs ont réitéré leur engagement à plus de compétitivité à l'échelle mondiale. On a fait beaucoup d'efforts et on est en train de s'apprêter pour que la Guinée soit bien placée en 2016 sur le plan international et dans tous les domaines économiques et financiers. Pour l'heure, 23 réformes sont engagées cette année pour l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Sport football, le Sili national de Guinée continue sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters également. Ce soir, l'équipe de Guinée a perdu son deuxième match, une défaite qui n'entame pas pourtant le moral de ses supporters sur le marché et à travers toute la ville de Conakry. Les maillots et autres gadgets sont vendus ces derniers temps comme des petits pains, n'est-ce pas, Kadiatou Traoré? Qualifié pour les phases finales de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, le Sili de Guinée rassemble plus que jamais le Guinéen. Avaria dans le marché Madina à Conakry en est une illustration. Je supporte le Sili national de Guinée. Donc comme je suis citoyen guinéen, je ne suis même pas découragé ici. Chaque fois Sili national joue, je vais les supporter parce que déjà c'est mon pays. Donc je ne vais même pas me décourager. Je suis avec Sili national jusqu'à ma mort. Des gadgets de tout genre frappés du tricolore national sont devenus des articles populaires du moment. Pour ces marchands, vendre ces maillots et gadgets est une manière de faire de bonnes affaires tout en supportant le Sili. Nous prions pour la victoire de Sili. C'est ce qui est bien pour nos affaires. Nous vendons les maillots à 60 contre 30 000 francs guinéens il y a quelques jours de cela. Nous supportons tous le Sili, mais les maillots sont chers. Avec le football, on oublie nos différends et nos problèmes quotidiens.
Mobilisons-nous tous derrière le Sili national. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Bokeh, à Méniérouré et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons bonsoir.